Bonjour à tous, c'est le grand JT des territoires de l'été. Bienvenue dans chaque édition. Nous vous proposerons les meilleurs reportages magazines de cette saison. Voici d'ailleurs le tout premier reportage de ces éditions. Sur le quai des Régates à Metz, une dizaine d'aventuriers s'est retrouvée pour 2 heures de balade sur la Moselle. Dans une ambiance feu de camp, le capitaine Roby s'apprête à lever l'ancre sur sa petite Calédonie. Ici, petit comité, et patrimoine et nature. Je suis originaire de la région. Et j'ai redécouvert Metz comme un touriste et je me suis rendu compte qu'on avait la chance d'avoir une ville magnifique avec un riche patrimoine, avec une nature exceptionnelle. À la barre, le chef de bord se plaît à faire découvrir l'histoire, la nature et le patrimoine local. Un moment apprécié par les navigateurs. Il y a quelque chose qui passe là sur cette rivière. Il y a de la poésie, il y a de la lumière, il y a de la vie, il y a de la diversité, enfin c'est magnifique quoi. En plus de déguster un verre de vin de Moselle et quelques amuse-gueules en court-circuit, le petit comité se délecte d'un concert acoustique intime. Le partage et la convivialité sont les maîtres mots de cet instant. Si les marins d'eau douce profitent en toute sérénité, c'est en partie grâce à leur embarcation solaire. Nous, on est autonome. On n'est pas obligé de charger à quai avec telle ou telle électricité. On peut recharger à quai, mais juste avec les panneaux solaires, il est autonome. Là, on va naviguer. Les batteries se sont chargées toute la journée. On est autonome. De quoi admirer et écouter la cité messine, depuis ses parties les plus sauvages jusqu'à la vieille ville illuminée, fièrement gardée par son célèbre temple. Je le conseillerais à des touristes évidemment, mais surtout à des locaux, parce qu'on ne voit jamais la ville de la même façon quand on la découvre sur l'eau. Une occasion d'admirer un beau coucher de soleil ou un envol de cygnes. Partout en France, des accompagnateurs organisent des sorties pour mieux connaître la faune et la flore de nos bois. Dans les Vosges, vous allez le voir, une passionnée propose, elle, des balades gustatives à la découverte de plantes comestibles. Une cueillette suivie d'un atelier cuisine. Immersion lors de l'une de ces sorties avec Anaïs Gail et Hélène Leplat de la rédaction de Vosges Télévisions. Regardez. Paniers à la main et sens en éveil, pour ce petit groupe, ce n'est pas une balade comme les autres. Ici, on observe, on sent et surtout l'on goûte, car sous nos pieds, la forêt recèle de trésors gustatifs. Tu frottes, puis tu sens. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la nature réserve bien des surprises. Bien joué. C'est des champignons, c'est quoi ça? Alors, c'est pas mal quand même. Parce que voilà une plante, non mais vous allez la sentir quand même, qui sent pas bon du tout quand on la ramasse, mais qui à la cuisson développe un parfum de champignons. Nous sommes du côté de Frébécourt dans l'ouest vosgien. Ici, Blandine Cateau connaît les bois comme sa poche. Avec sa petite société Bleuet Sauvage, depuis 10 ans, elle propose des promenades gustatives à la découverte des plantes comestibles. L'idée, c'est donc d'emmener des petits groupes à la rencontre des plantes et de cueillir ce qui est utile pour faire ensuite un goûter ou un repas ou une mise en bouche. Parce que finalement, il y a beaucoup de plantes qui sont comestibles dans la forêt. Dans la forêt, on peut rencontrer une trentaine de plantes communes, courantes, qu'on peut ramasser quasiment pendant 6 mois de l'année. Et pierre des bois, plantain, alière ou origan sauvage, à chaque pas, les promeneurs découvrent de nouvelles saveurs, plus ou moins appréciées. T'étais le goûteur officiel, j'ai l'impression. Ah oui, il y en a des bonnes, ouais. Il y en a une, c'est un goût de concombre. Mais il y en a d'autres, c'est pas bon. Une manière aussi de se reconnecter à son environnement et de redécouvrir la forêt sous un œil plus avisé. On a quand même perdu pas mal de repères sur tout ce qui est nature, donc je pense que c'est très important de s'y remettre un petit peu. Direction les cuisines maintenant pour la transformation des plantes. Il faut d'abord bien les trier, puis les hacher, avant de concocter l'une des nombreuses recettes élaborées tout spécialement par Blandine. Ça, c'est parti, à la cuisson. Gâteau au chocolat et lierre terrestre, cookies aux orties ou encore sablés à l'égopode, de quoi surprendre les papilles, et pourtant. Je pense qu'on revient à nos origines en faisant ça. Je pense que c'est pas si vieux que les grands-mères faisaient la soupe à l'ortie au repas du soir. Mais à la dégustation, il semblerait que le travail est payé. Je trouve ça très bon. Et il y a des choses qui sont meilleures que les autres quand même. Un concept à découvrir donc à la journée ou à la demi-journée. Bleuet Sauvage propose en moyenne 2 ateliers par semaine, du mois d'avril jusqu'à fin septembre.
Et puis direction le Grand Est dans ce journal avec ce petit coin de paradis. En 40 ans, ce couple passionné de botanique a transformé son terrain en un véritable jardin exotique. Ensemble, ils cultivent des centaines de plantes venues des 4 coins du monde. Et l'endroit est si joli qu'il est régulièrement ouvert au public. Regardez cette visite guidée que nous propose Gueltas Philippe de notre partenaire Puissance TV sur place. Depuis qu'ils se sont installés ici, ils chérissent leur bout de terre de 2500 mètres carrés. Mon père, il faisait paître des animaux. 2 extensions plus tard, le terrain d'aujourd'hui, 7000 mètres carrés, est nettement plus fourni, le résultat de 40 ans de passion libératrice. Ça m'a aidé dans ma vie, ça a été mon jardin a été mon sauveur dans mon parcours de vie. C'est apaisant, c'est créatif aussi, voilà. Ça, voilà. Et puis sa ressource. L'occupation de fin de semaine est devenue avec l'âge une passion pour laquelle il ne compte plus les heures, ni même les kilomètres. Ce boulot que vous avez là, qui est présent là, on est allé le chercher à Bourg-en-Bresse. On a quand même fait 700 km aller-retour pour aller chercher un arbre. Parce qu'on ne le trouvait pas ici. Donc c'est question d'écorce. De toucher. Quand on le touche, il est très doux. Le couple de retraités est rapidement devenu expert en botanique, captivé par la flore de toute la planète, comme ce conifère d'Amérique latine. Leur jardin, ouvert à la visite depuis 2001, est aussi pensé comme un lieu d'échange et de partage. D'avoir ouvert le jardin public, surtout ce qui est passionné, c'est qu'on en tire des choses. On en tire des informations. Et on donne des informations. Et des relations aussi. Et des relations. Oui. On a des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés en France, qu'on rencontre aujourd'hui. L'association que le couple a fondée permet à Françoise et Alain de vendre les boutures de certaines plantes rares et ainsi transmettre leur passion du jardin. Comment se préparer à des situations inattendues? C'est l'objectif de ces pompiers à Rennes. Dans la ville bretonne, ils se forment notamment aux techniques de sauvetage animalier. Comme ils prennent en charge des animaux en détresse, blessés ou en fuite, ils peuvent aussi être confrontés à des comportements agressifs, malheureusement. Pour travailler en sécurité, ils s'entraînent même à se faire mordre par des chiens policiers. Regardez ce reportage de notre partenaire TVR sur place à Rennes. On va prendre un peu plus d'élan, écartez-vous, il reste plus de place. Monter un cheval dans un camion paraît simple, mais ces secouristes sont avant tout pompiers et n'ont pas toujours l'habitude de travailler avec des animaux. Pour faire partie de l'équipe animalière, les sapeurs-pompiers suivent donc une formation initiale d'1 semaine, suivie d'un rappel chaque année, plus pointilleux, comme aujourd'hui avec les chevaux. Allez. Nous, quand on va intervenir, c'est qu'ils n'ont plus leur comportement habituel, c'est qu'il y a une situation qui s'est passée, stressante ou haute, et donc du coup, le propriétaire ne peut plus agir par lui-même. Et là, c'est là où nous, on va pouvoir intervenir et pouvoir gérer au mieux cette situation-là. Avance, 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 avance. Lorsque l'animal est en réel danger, la manœuvre des secouristes devient plus compliquée. Ils doivent donc se préparer à toutes les éventualités. Le fait de travailler dans un cadre sécuritaire comme ça, ça permet d'appréhender les choses et puis de démystifier ce petit cheval qui est un peu majestueux et puis qui peut faire peur. L'équipe animalière peut intervenir pour des chiens, des chats, des reptiles ou même des animaux d'élevage, comme ici pour cette génisse retrouvée sur la rocade de Rennes. Du fait que cet animal peut présenter un danger de suraccident au niveau de la voie publique ou de la circulation avec les voitures et les camions qui traversent, pour les maîtriser, malheureusement, soit on arrive à les contenir dans un endroit qui est clos. La deuxième solution, c'est de les endormir. C'est tout l'enjeu de ces mises en situation. Et après quelques heures d'entraînement, les pompiers finissent par apprivoiser le cheval. Ils descendent très très bien. Restons en Bretagne maintenant avec la renaissance d'une bâtisse historique, celle du château de Kerlody, laissé à l'abandon depuis plus d'un demi-siècle. Celui-ci connaît une nouvelle vie depuis son rachat par un propriétaire normand en 2014. Le site vient aussi de bénéficier du financement de la mission patrimoine, 215 000 € pour accélérer les travaux les plus urgents. Un sujet de Valérie Leroux-Coleno pour TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme en Bretagne. C'est en se baladant en famille que ce Normand découvre il y a plus de 10 ans des cheminées qui dépassaient d'un énorme mur avec du lierre entouré de ronces. Et j'ai voulu voir un petit peu ce que c'était. Un ancien manoir du XVIIIe siècle avec vue sur la rivière de Morlaix et l'île Calotte. En 2014, en partie, puis en totalité en 2018, il en fait l'acquisition. Aujourd'hui, seul le petit pavillon est rénové, ainsi que l'ancienne cuisine du château. Mais l'aile est reste, elle, comment dire,
très aérée quant à l'aile ouest. C'est la partie qui est la plus urgente à reprendre avant qu'elle ne s'écroule complètement. Au moins stabiliser la maçonnerie. Je pense qu'au début, il ne faut pas trop regarder le coût financier, il faut y aller petit à petit parce que sinon on se décourage. La famille a déjà investi plus de 400 000 € pour donner une nouvelle vie à ce bâtiment. Alors, être sélectionné par la mission Stéphane Bern. C'est une heureuse surprise, inespérée. Des travaux que j'aurais remis facilement dans 10 ans vont pouvoir avoir lieu dans 2 ans. Pour la Fondation du patrimoine qui a proposé la candidature de Kerlody, celui-ci remplit tous les critères de sélection. Des bâtiments visibles de la voie publique, qui n'est pas inscrit à l'inventaire et donc qui ne reçoit pas d'aide. On ne labellise que dans la mesure où les gens reconstitue le bâtiment tel qu'il était à l'origine. Ça peut être 50 000 €, comme ça peut être plus, tout dépend évidemment du loto. Soutenir le patrimoine, privé ou public, c'est aussi pour la Fondation la promesse de soutenir toute une filière dans la région. 3 autres sites ont été récemment sélectionnés dans la région. L'église de Pontrieux dans les Côtes-d'Armor, celle du Verger en Ille-et-Vilaine et le manoir de la Cour de Launay dans le Morbihan. Depuis 2018, 27 projets bretons ont bénéficié du soutien de la mission patrimoine et 31 millions d'euros reversés. Le boyonton, cette recette à base de tripes de poisson, doit son histoire à une ville, celle du Prêcheur, et à une activité, celle de la pêche. Une plongée culinaire proposée par Johan Charpentier-Titi pour la rédaction de Via ATV, en Martinique bien sûr. Jean-Guy n'en est pas à son coup d'essai. Le boyauton, il est tombé dedans quand il était petit. Un plat qui l'a toujours fasciné, au point d'en percer les moindres secrets. J'étais très observateur quand j'étais gamin. Et je regardais comment il faisait. Et curieux aussi, c'était poser des questions. Parce qu'en fait, les vieux, la tradition, fait, le savoir s'acquérait comment? C'était en observant. On ne venait pas comme à l'école pour dire, eh bien bon voilà, 1 et 1 font 2. Ils ne t'apprenaient pas comme ça. La maîtrise est au rendez-vous. C'est délicieux. C'est délicieux. Il n'y a pas, voilà. C'est le bonheur ici. C'est trop bon, trop bon. Attention tout de même à ne pas se brûler. Il est là, s'il te plaît. Je t'ai donné la cuillère. T'as envie de te brûler. Le boyauton, plat incontournable du Prêcheur, et comme toute bonne recette traditionnelle, elle a ses origines. Il ne faut pas oublier que quand les pêcheurs du Sud venaient pêcher au Prêcheur, ils partaient pour la semaine. Il fallait donner à manger à ces gens parce qu'ils entraient très tard, c'était à la voile, quand il n'y avait pas de vent, ils étaient obligés de rentrer sur Prêcheur parce qu'ils venaient pêcher tout au nord. Et il fallait donner à manger à ces gens. Alors d'abord, ça a été le bouillon, il était salé. Et un jour, trop de monde, elle a essayé cette recette, le boyauton. Clin d'œil à l'histoire, Yasmine, femme de marin pêcheur, est venue de Sainte-Anne pour déguster un bon plat de boyauton. C'est une spécialité du Nord, nous on ne fait pas ça, on ne connaît pas du tout. Mon mari est marin pêcheur pourtant, mais on veut vraiment goûter. Alors on a retenu chez un vrai pêcheur et un autre à Mélodie, tu sais, au restaurant. Comme ça on va pouvoir comparer un petit peu. Et chaque année on va goûter à d'autres. Pari réussi pour les Préchotins, leur recette emblématique attire toujours autant les foules. Voilà, en métropole, revenons-y justement pour découvrir à présent le travail du dernier fabricant de pierres naturelles à aiguiser. En Ariège, Alain Soucy est le fier représentant d'un savoir-faire traditionnel. Couteau, ciseaux, sécateur ou encore faux. Ces pierres permettent d'aiguiser tout type de lame. Écoutez ces quelques explications au micro de Manon Van Overmec, journaliste pour La Dépêche du Midi. C'est tout fait chez nous. Alors je dirais de A à Z, puisqu'on va aller à l'exploitation. On a un droit d'exploitation, c'est nous qui extrayons la roche, nos plaques de schiste. On les coupe avec une première scie, donc c'est des scies avec disque diamant et on travaille toujours sous arrosage avec beaucoup d'eau, pour ne pas chauffer la pierre, pour ne pas abîmer la pierre. Et ça évite aussi de faire de la fumée, de la poussière. Et après dans l'autre sens, elles seront refendues pour faire la finition, la pierre à dimension finale. C'est un métier en voie de disparition que nous allons découvrir dans ce journal maintenant. Taillandier, soit la fabrique d'outils à couper grâce à la maîtrise du feu. Ils ne sont plus qu'une poignée en France à exercer cette activité et parmi eux un Sartois qui a bien voulu ouvrir les portes de son atelier à Enzo Maubert de la rédaction de LMTV Sarthe. Regardez. Donc il faut une certaine couleur, une certaine température, là on est aux alentours de 900 degrés. Et donc si vous n'avez pas la bonne température, donc la bonne couleur, en fait vous allez mal déformer et vous allez plutôt esquinter votre métal qu'autre chose.
C'est l'un des derniers représentants d'un savoir-faire ancestral. Pascal Turpin est l'un des 5 Thaïlandiers français. Dans son atelier, à Montmirail, il fabrique couteaux et épées, des pièces uniques qu'il conçoit et imagine avec une ambition, qu'elles se transmettent et racontent des histoires. Des couteaux, il y en existe plein, mais l'important c'est de créer un couteau avec une histoire. Un couteau, vous faites le mieux possible, le plus professionnellement possible, mais ce qui est intéressant c'est de voir le sourire de la personne qui va devenir propriétaire de son couteau. Et là voilà, là vous avez créé, en fait on a fait notre travail, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne va acheter son couteau, elle va créer sa propre histoire avec son couteau. Donc elle va l'emmener dans une autre région, on en a au Canada, on en a en Australie, donc en fait on peut véhiculer très loin et je pense qu'on est des créateurs d'émotions. Pour l'aider dans sa tâche, il a également pu embaucher une jeune apprentie. D'avoir été nommée taillandière d'armes, c'est vraiment une fierté parce que c'est quelque chose qui se transmet, etc. Donc moi je suis très ravie de pouvoir continuer à faire vivre ce métier parce que c'est vraiment un métier qui mérite de continuer, de perdurer, etc. Qui sait, demain l'Opinel de la Sarthe deviendra peut-être un couteau de référence sur les grandes tables françaises. Et puis un conseil de lecture maintenant dans ce JT avec le dernier roman d'Antoine Sénanque, nommé Croix de cendre. Son nouvel ouvrage mêle roman d'aventure, fresque historique et polar médiéval. Il nous emmène sur les routes de France pendant l'Inquisition, mais aussi sur les routes de la soie en Crimée pour découvrir les origines de la peste noire. Un roman idéal pour cet été sur les plages. Un reportage exclusif de Christophe Rigaud. Regardez. Croix de cendre, le dernier roman d'Antoine Sénanque, nous plonge en plein Moyen-Âge, le siècle des calamités, au temps de la peste noire et de l'Inquisition. C'est le siècle de la famine, d'un nouvel âge glaciaire qui fait que les loups sont dans les villes. C'est le siècle de la misère, de la guerre de 100 ans. Et c'est surtout le grand siècle de la grande peste noire du XIVe siècle qui reste le plus grand cataclysme qui a touché toute l'humanité. Donc c'est un siècle extrêmement obscur, mais au sein de cette obscurité, il y a des lueurs. Et c'est ces lueurs que j'ai voulu faire développer, on va dire, dans le livre. Et ces lueurs sont des lueurs spirituelles, c'est-à-dire avec des grandes figures spirituelles, notamment celle de Maître Eckhart, et de ces femmes merveilleuses qui étaient les béguines et qui ont un rôle à jouer important dans le livre. Vrai roman d'aventure et polar médiéval, Croix de cendre est aussi nourri de la philosophie de Maître Eckhart, un des grands intellectuels du Moyen-Âge. Maître Eckhart prétendait que nous étions tous capables de Dieu, c'est-à-dire que l'homme était capable de devenir intégralement Dieu par adoption, ce qu'est Dieu par nature, et qu'il n'y ait pas de différence finalement entre l'individu humain et la déité. Et évidemment, cette ambition énorme était assez mal digérée, si on peut dire, par l'Église catholique, et c'est ce qui a expliqué son procès en Inquisition. Le roman nous amène aussi en Crimée, pendant le siège par les Mongols d'un comptoir génois, d'où serait partie l'épidémie de peste noire. Un jour, lors de ce siège, la peste s'est allumée dans les rangs mongols et a commencé à décimer tous les guerriers mongols. Avant de s'en aller, le chef mongol a pris cette décision qui peut être considérée comme une des premières décisions de guerre bactériologique. Il a décidé de catapulter au-dessus des murs de Kaffa, qui était le comptoir génois, les cadavres de ces soldats infectés pour que les marins génois, en revenant chez eux, diffusent la peste dans l'Europe entière. Roman haletant, Croix de cendre d'Antoine Sénanque a fait partie de la liste du prix Goncourt et depuis a été traduit en 9 langues. Il est l'un des domaines les plus grandioses de l'Occitanie. Le château de Castries dans l'Hérault surplombe les magnifiques plaines du Languedoc. Son histoire raconte le passé d'une famille qui fit rayonner la région, la France et même les États-Unis. Un reportage découverte d'Anne-Sophie Pellegrini pour Via Occitanie. Des images somptueuses, regardez. À une vingtaine de kilomètres de Montpellier, cet imposant édifice surplombe les plaines du Languedoc. Il est le berceau de la famille de la Croix de Castries qui contribue à la grandeur de la France et à l'indépendance des États-Unis. Entouré d'un jardin à la française dessiné par Le Nôtre, abreuvé par un aqueduc réalisé par Pierre-Paul Riquet, le château de Castries est l'un des ensembles monumentaux les plus importants du sud de l'Occitanie. Bienvenue dans celui que l'on appelle le Petit Versailles du Languedoc.
Chaque mardi, une vingtaine de bénévoles se retrouvent au 2e étage du château. C'est ici qu'est entreposé l'ensemble du mobilier de l'édifice. Alors nous sommes en train de passer de l'eau japonaise sur un meuble qui a été verni. Et jusqu'à temps que le coton soit blanc. Donc il y a quelques tours de bras à faire. Le château de Castries a été vendu à la commune en 2013. Depuis, c'est l'association Les Amis du Château de Castries qui s'attache à redonner au domaine tout son éclat d'antan. Quand le duc et la duchesse ont quitté au milieu des années 80, je crois que c'est 87, le château, tout est resté tel quel. Il y avait effectivement le whisky dans les bouteilles de whisky, les cigares dans les boîtes à cigares, le bureau du duc qui était académicien avec tous ses archives, ses papiers. C'est ce qui fait, à mon avis, l'intérêt principal de ce lieu, c'est de témoigner de la manière dont vivait une famille aristocrate à l'époque. Dans cette bibliothèque où sont entreposés temporairement les tableaux, vous avez ici donc le personnel central de la famille, Charles Eugène, Gabriel de la Croix de Castries, son grand uniforme de commandant de la gendarmerie, son bâton de maréchal. Et que vous regardez son beau profil, on le retrouve là-bas, sur ce buste, qui est la copie du buste qui se trouve à Sainte-Lucie, le buste du maréchal Charles Eugène Gabriel de la Croix de Castries. Un maréchal qui donna son nom à la capitale de l'île, Sainte-Lucie, pour avoir milité en faveur de la restitution de l'île à la France par la Grande-Bretagne lors du traité de Versailles en 1783. Mais l'histoire de la maison de la Croix de Castries commence 3 siècles plus tôt. La famille de la Croix, elle vient en fait de Majorque. C'est une famille de commerçants devenus riches. Elle avait de l'argent. Mais à ce moment-là, si vous voulez, l'argent ne suffit pas pour paraître en société. Il faut de l'argent, il faut un nom. Et pour se faire un nom, il faut une terre. Guillaume de la Croix achète la baronnie de Castries le 3 avril 1495 et se fait une place dans la noblesse française. 5 générations plus tard, son descendant, René Gaspard, devient le premier marquis de Castries. C'est lui qui, en 1660, a l'idée de faire un jardin à la française en sollicitant André Le Nôtre. André Le Nôtre vient de terminer sa formation en Italie et il vient de réaliser le parc de Vaux-le-Vicomte. Donc André Le Nôtre va venir à Castries, va établir les plans d'un parc à la française et pour respecter les règles d'un parc à la française, il va demander de l'eau pour pouvoir faire ses miroirs d'eau, ses cascades et ses jets d'eau. Le parc du château de Castries est ouvert au public tous les jours de l'année. Voilà, et puis c'est un retour dans l'histoire. Depuis près de 20 ans, le mémorial Alsace-Moselle ouvre ses portes au grand public. Le musée se consacre au passé très spécial de la région, notamment marqué par la Seconde Guerre mondiale. Depuis 1 an maintenant, le site propose des visites guidées, vous allez le voir, à la lumière de la lampe torche. La mémoire des victimes est ainsi d'autant plus éclairée. Une visite immersive signée Elisa Wittich pour notre partenaire Moselle TV. Entre 1870 et 1945, l'Alsace et la Moselle ont changé 4 fois de nationalité. C'est cette histoire que Mélanie Alves-Rollo, guide au mémorial depuis 2017, va conter à la lumière de sa lampe torche. Quand vous passez du centre-ville de Metz, qui est très médiéval, et que vous allez vers la gare, vous voyez bien l'architecture allemande de cette époque-là et le changement aussi, rien que dans la couleur de la pierre. Le public évolue à travers 17 espaces, reconstituant les époques et les dates clés de cette histoire commune entre Alsaciens et Mosellans. L'intensification des combats sur les territoires frontaliers semble imminente. Dès 1939, plus de 600 000 personnes quittent la région pour rejoindre le sud-ouest. En 1940, l'Alsace et la Moselle sont annexées par le Troisième Reich. Là, vous voyez la population alsacienne et mosellane qui s'apprête à repartir en Alsace-Moselle. Donc là, ils sont dans le sud-ouest en train de reprendre des forces. Vous allez bien les voir voyager dans les wagons à bestiaux. Donc même conditions de voyage qu'au retour. Et pour ceux qui rentrent, ça va être le choc. Le choc, puisqu'ils reviennent dès l'été 40, alors que l'Est de la France est occupé par le régime totalitaire. Le cauchemar de l'incorporation de force commence. Pas moins de 130 000 Alsaciens et Mosellans
devront se battre sous l'uniforme nazi. On a l'impression d'être dans le quotidien des gens parce qu'il y a beaucoup d'objets dont on montre des détails comme les bérets qui étaient interdits. C'était très impressionnant effectivement l'architecture allemande qui nous tombe dessus. Vraiment on a l'impression de traverser l'histoire de la région. Le village de Schirmeck, niché au cœur de la vallée de la Bruche, continue de livrer son histoire chahutée qui fut celle du territoire entre la guerre de 1870 et les prémices de la création européenne au service de la paix. Voilà, au revoir, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous.